Bonjour à toutes et à tous. Ah voilà, ça marche. Alors ici en présentiel, mais aussi connecté sur Teams à distance. Bienvenue au Hub des territoires, l'espace d'échange, de développement et de collaboration de la Banque des territoires. Je suis Anne-Sophie Incelin, la responsable du Hub, et je suis ravie de vous accueillir avec toute l'équipe cet après-midi pour ce temps d'échange sur l'implication des entreprises publiques locales dans les politiques de santé. Lutter contre les déserts médicaux est l'une des mesures phares retenues par la Banque des territoires dans son plan stratégique. Et il nous a semblé intéressant de pouvoir débattre de ces enjeux avec les entreprises publiques locales et de partager les solutions qu'elles sont en train d'expérimenter. Alors on est bien là au cœur de la vocation de ce dispositif, le Hub des territoires, qui est de permettre depuis 2021 des échanges entre les différents partenaires et clients de la Banque des territoires pour inspirer et donner les clés pour accélérer la transformation des territoires. Alors on a une programmation ici assez riche avec des rencontres, des débats, des ateliers, mais aussi des résidences de start-up. Depuis 2021, on a organisé plus de 200 événements. On a réuni plus de 12 000 personnes en présentiel et en distanciel. Alors si vous ne voulez rien manquer de cette programmation, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et je peux déjà vous dire que vous retrouverez le replay de cet événement sur les pages du Hub des territoires sur le site de la Banque des territoires, ainsi que l'ensemble des replays des événements qu'on a organisés ici, et notamment l'événement qu'on a organisé en juin dernier sur les maisons de santé, avec l'implication spécifique des EPL sur ce sujet. Voilà, je vous invite à valoriser ce riche contenu après l'événement sur les réseaux sociaux, sans oublier le hashtag le Hub des territoires. Voilà, sans plus tarder, je passe le micro à Isabelle Bonaujoin pour l'animation de la première séquence. Merci beaucoup Anne-Sophie. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver cet après-midi, de nouveau pour évoquer le rôle de l'économie mixte au service des territoires, avec un focus aujourd'hui, une thématique qui est celle de la santé. On n'attend pas immédiatement l'économie mixte comme étant apporteur de solutions dans les territoires, et pourtant c'est déjà le cas. Et l'objectif de cet après-midi, c'est de donner à voir sur les solutions qui existent et voir comment demain, plus encore, l'économie mixte peut continuer à apporter des solutions. La santé, c'est une problématique pour chacune et chacun d'entre nous. C'est du coup une problématique que portent de plus en plus les collectivités locales et en conséquence l'économie mixte qui se saisit de cette problématique pour apporter des solutions. Ça a été dit par Anne-Sophie, dans le cadre des nouvelles orientations stratégiques de la Banque des territoires, c'est aussi un sujet que nous souhaitons accompagner, lutter contre les déserts médicaux, mais aussi, par exemple, accompagner le vieillissement de la population et de pouvoir regarder de plus près quelles sont les réponses qui ont été apportées en s'appuyant sur les outils de l'économie mixte, en partenariat avec la Fédération des EPL, que je remercie particulièrement. C'est l'objectif de cette initiative. Donc merci à toutes et à tous de votre intérêt. Vous êtes près d'une centaine à être inscrits pour l'initiative. Vous recevrez tous le replay. Donc n'hésitez pas à le partager autour de vous si le contenu vous le trouvez intéressant. Merci bien sûr à tous les intervenants, les 5 intervenants qui sont mobilisés pour partager leur retour d'expérience. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ce temps fort. Et bien sûr, merci tout particulièrement à l'équipe du Hub, avec qui c'est toujours un plaisir de travailler. Sans plus attendre, je vous propose qu'on débute cette première table ronde, 2 tables rondes pour l'après-midi. Une première où nous allons poser les enjeux, de quoi est-ce qu'on parle quand finalement on parle d'économie mixte et de santé. Et puis une deuxième table ronde où là, la preuve par l'exemple avec 3 témoignages. Nous irons en Centre-Val de Loire avec l'IGERIS, en Pays de Loire avec la Samoa et en Île-de-France avec la SEM Génopôle. Et chacun pourront témoigner dans des secteurs différents de la manière dont ils apportent des solutions concrètement tous les jours en matière de santé. Pour cette première table ronde, merci beaucoup Anne-Sophie, j'appelle Olivier Toubiana et Thaïs Daudeville à me rejoindre. Merci beaucoup tous les deux d'être présents. Donc, Olivier Toubiana, qui est responsable de l'aménagement à la Fédération des élus des entreprises publiques locales, avec qui donc nous faisons en partenariat cette initiative.
et Thaïs Daudeville, qui est consultante à l'ACET et qui a travaillé notamment sur un guide qu'on va vous présenter, un guide qui est sorti en septembre dernier et qui présente de manière assez large, sans vouloir être exhaustive non plus, mais effectivement, quelles solutions l'économie mixte a d'ores et déjà développées en matière de santé. Peut-être avant de découvrir ensemble ce guide, Olivier, pourquoi finalement les sujets de santé sont aujourd'hui un sujet d'actualité pour la Fédération des EPL ? Merci beaucoup Isabelle. Les sujets de santé sont un enjeu d'actualité pour la Fédération des EPL parce que les entreprises publiques locales sont des entreprises qui ont dans leur ADN l'intérêt général et de répondre aux enjeux auxquels sont confrontées les collectivités territoriales. Et aujourd'hui, les collectivités territoriales, même si elles ne sont pas responsables et compétentes directement en matière de santé, sont interpellées à divers aspects sur des problématiques en lien avec la santé, que ce soit la lutte contre les déserts médicaux et le développement d'une offre de santé de proximité, que ce soit que ce soit aussi sur la préservation de la santé par le cadre de vie qu'elles offrent à leurs concitoyens. Sur ces différents sujets, elles ont une action concrète à avoir sur la promotion d'un environnement plus sain et sur la santé de leurs concitoyens. Et les EPL, qu'elles interviennent en matière de logement, d'aménagement urbain, ont des leviers à actionner et des solutions concrètes à mettre en œuvre, à proposer pour apporter des réponses efficaces à ces enjeux-là. Et c'est le rôle de la fédération de promouvoir ces solutions auprès des collectivités locales. On a des travaux en cours beaucoup plus précis sur ces sujets-là et je voudrais en citer au moins deux. Le premier, c'est l'identification des EPL comme des solutions immobilières particulièrement efficaces pour la promotion des maisons de santé pluriprofessionnelles. Le gouvernement souhaite promouvoir ce mode d'exercice de la médecine de proximité parce que c'est une réponse à la baisse de la démographie médicale et à la nécessité d'offrir une offre de soins de proximité plus complète aux habitants des déserts médicaux. Et les EPL sont déjà, pour beaucoup d'entre elles, déjà bien investies sur ces sujets-là, sur la gestion de locaux d'immobilier de santé, mais il importe d'amplifier ce mouvement et je pense qu'elles sont totalement compétentes pour le faire. Et puis, il y a déjà aussi pas mal d'EPL, notamment des EPL d'aménagement, qui interviennent régulièrement et avec une très forte expertise reconnue en matière de construction et de rénovation de centres hospitaliers, de bâtiments des hôpitaux. Et aujourd'hui, à la Fédération, on a la conviction qu'il importe de développer ces collaborations entre les collectivités locales et les établissements publics de santé, les hôpitaux qui sont sur leur territoire des acteurs importants de la structuration de ce territoire parce qu'ils ont un impact sur les mobilités en matière d'immobilier, sur les réseaux de chaleur, la production d'ENR et toute une autre série de services. Et les EPL sont incontestablement des cadres de collaboration efficaces entre les collectivités et ces acteurs importants des territoires que sont les centres hospitaliers. Et c'est la raison pour laquelle on promeut, et Hervé Marseille, qui est sénateur et vice-président de la Fédération, le promeut lui-même parce qu'il a rédigé une proposition de loi en ce sens, la création de sociétés publiques locales hospitalières, c'est-à-dire des sociétés des SPL, qui permettraient à des établissements publics de santé et à des collectivités locales de se regrouper au sein d'une société pour gérer ensemble des projets, alors que ce soit des projets immobilier, de valorisation foncière, mais aussi de production de NR ou de services au public, par exemple, que ce soit en matière de restauration collective ou de garde de jeunes enfants. Voilà deux sujets importants de mobilisation de la Fédération qui illustrent cette conviction qu'on a que les EPL sont des solutions en matière de santé. Et je pense que ces sujets d'intérêt général
rejoignent aussi l'ADN de la Banque des Territoires, et c'est la raison pour laquelle on a pris l'initiative ensemble de la rédaction de ce guide. Oui, tout à fait. Avant peut-être de rentrer dans la présentation de ce guide, rappelez que ça fait suite à une première édition. Je pense que vous allez retrouver dans le chat le lien d'un guide que nous avions sorti sur comment favoriser l'émergence des maisons de santé en s'appuyant sur l'économie mixte. Donc en écho à ce que tu disais, Olivier, dans les focus d'actualité qui étaient beaucoup portés. On avait eu l'occasion d'avoir une initiative en juin dernier, Anne-Sophie l'avait rappelé dans son propos introductif, où nous avions accueilli ici au Hub un certain nombre de témoignages pour déjà montrer le savoir-faire de l'économie mixte et les réponses concrètes qui sont apportées. On a voulu aller plus loin avec le guide EPL et santé, parce qu'il y a les maisons de santé, mais il n'y a pas que les maisons de santé. Tu l'as évoqué, et du coup, je propose que Thaïs nous présente le contenu de ce guide. Et normalement, dans le chat, on va vous mettre le lien pour télécharger le guide. Et pour celles et ceux qui sont présentes cet après-midi, on en a quelques éditions à votre disposition à l'accueil. Oui, merci Isabelle, bonjour à tous. En effet, ce hub est pour moi l'occasion de vous présenter ce guide réalisé avec le concours de l'ACET à l'initiative de la Banque des Territoires et de la Fédération des EPL. Comme le disait Isabelle, un guide qui n'est pas un état des lieux exhaustif de ce que les EPL font en matière de santé, parce que au final, le panel est très large et le champ d'action aussi, mais néanmoins un guide relativement représentatif de tous les champs d'action dans lesquels les EPL peuvent intervenir. Et peut-être la conclusion de ce guide, c'est que les EPL concourent d'ores et déjà à l'amélioration de la santé en France, de par la mobilisation de compétences qu'elles ont déjà et qu'elles mobilisent sur d'autres sujets et qu'elles peuvent mettre à profit d'activités en lien avec la santé. En quelques mots, ce guide est structuré de la manière suivante. On a pris le parti de d'abord revenir sur le champ d'intervention des collectivités en matière de santé pour voir comment elles pouvaient intervenir sur ce sujet. Puis nous détaillons 4 axes d'intervention sur différentes thématiques que je détaillerai après. Il y a également un axe prospectif qui permet de se poser des questions et de voir quelle pourrait être l'évolution de l'intervention des EPL en matière de santé et les pistes d'approfondissement pour les années à venir. Et puis enfin, l'offre de la Banque des Territoires est présentée, puisque la Banque des Territoires peut accompagner les acteurs publics à réaliser leurs projets liés à la santé. Le parti pris méthodologique de ce guide, c'est d'utiliser la définition de la santé de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est la suivante: un état complet de bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Assez important de se remettre en tête cette définition, parce que du coup elle va beaucoup plus loin que juste l'offre de soins et l'absence de maladie, mais prend aussi en compte toutes les interventions qui sont liées donc au bien-être psychique et mental, mais aussi aux déterminants sociaux de la santé, c'est-à-dire les facteurs dans notre environnement qui ont aussi un impact sur la santé et sur lesquels les EPL peuvent intervenir. Et voilà, nous avons rencontré une trentaine d'acteurs pour réaliser ce guide. Pour continuer cette introduction, donc il nous paraissait intéressant de revenir sur cette question des compétences. En France, la santé est une responsabilité exclusive de l'État, ce qui laisse donc un rôle subsidiaire aux collectivités territoriales qui sont limitées par leurs compétences, et donc leur champ d'intervention est limité. Mais néanmoins, il y a des évolutions que l'on constate ces dernières années. D'une part, une difficulté de l'État à assumer pleinement ce rôle et à garantir vraiment une égalité d'offres sur tous les territoires. Et puis, avec la création des ARS, les agences régionales de santé, un phénomène de territorialisation, avec cette idée de prendre en compte les spécificités territoriales dans chaque région pour mettre en place les politiques de santé. Et puis, de l'autre côté, au niveau des collectivités territoriales, le champ d'intervention qui s'élargit, puisque quand on prend en compte cette définition de l'OMS et que les collectivités se disent qu'elles peuvent agir au-delà de l'offre en soins, le champ des possibles est d'autant plus important. Et donc, l'intervention des collectivités s'est accrue en matière de santé ces dernières années, notamment aussi pour répondre à un besoin qui a évolué, qui fait suite à plusieurs phénomènes. Premièrement, le déficit de médecins
citoyens et de professionnels de santé. Comme le disait Isabelle, ce phénomène des déserts médicaux contre lequel la Banque des territoires souhaite agir, donc qui est un phénomène très palpable pour les acteurs locaux. En parallèle, le vieillissement de la population, avec une part des plus de 65, 75, 85 ans qui a augmenté et qui continuera d'augmenter selon les projections de l'INSEE. Or, ce sont des populations qui ont des besoins en soins d'autant plus importants et auxquels il faut pouvoir répondre. Et puis, comme je le disais, la montée en puissance de cette définition de la santé globale, de la santé environnementale, qui permet aux acteurs locaux, aux EPL, de se saisir de ce sujet. Donc ce guide et ses 4 axes sont les suivants. Le premier axe se porte sur l'amélioration de l'accès à la santé et aux soins, donc axe assez classique. Et comme l'a cité Olivier, donc, qui présente surtout l'activité des EPL concernant donc, les maisons de santé pluriprofessionnelles, les centres de santé, le patrimoine immobilier des établissements hospitaliers, mais aussi les fonctions hospitalières support, par exemple la question du stationnement en milieu hospitalier, qui est aussi un sujet potentiel d'intervention pour les EPL. Le deuxième axe, lui, porte sur la prévention médicale et l'intervention dans le secteur médico-social. Donc il y a quelques EPL qui agissent sur la prévention de maladies. Et puis dans le secteur médico-social, on a compris tout ce qui était justement lié aux populations fragiles et en perte d'autonomie, donc l'accompagnement des publics handicapés et vieillissants. Le troisième axe, lui, porte sur l'amélioration de la qualité de vie et donc reprend tout ce qui est lié à l'urbanisme favorable à la santé, donc c'est-à-dire comment construire les territoires, les projets d'aménagement en y intégrant dès le départ les enjeux de santé pour s'assurer que les projets d'aménagement permettent une meilleure qualité de vie aux habitants, une réduction des risques de maladies. Et enfin, le quatrième axe, lui, plus porte sur le développement économique dans le secteur de la santé et présente les activités d'EPL qui créent ou qui gèrent des parcs spécialisés dédiés aux entreprises liées à la santé, ainsi que l'animation de réseaux, la création de clusters pour accompagner ces entreprises qui agissent dans le domaine de la santé. Peut-être pour conclure rapidement, le guide souligne aussi que les entreprises publiques locales sont vraiment des acteurs clés qui permettent de faciliter le développement de projets de santé parce qu'elles ont à disposition de nombreux atouts pour assurer la réussite des projets. Ce sont des relais et des leviers d'appui pour la mise en œuvre des politiques publiques locales. Elles peuvent aussi permettre de pallier à la carence d'initiatives privées sur certains territoires. Comme je le disais en introduction, elles ont une variété de compétences qu'elles peuvent mobiliser pour les projets de santé, une connaissance fine de leur territoire qui permet vraiment à leur projet de s'intégrer dans un territoire, une capacité à mettre en relation tous les acteurs de la santé et les acteurs publics autour de la même table, et puis cette capacité à réaliser des expérimentations et à tester ce qui est nécessaire en matière de santé puisque c'est un sujet qui évolue. Et pour terminer, quelques perspectives de développement concernant les EPL et la santé. On remarque, et c'est ce qui est ressorti de nos entretiens, qu'il y a quand même un besoin d'innovation en matière de santé, notamment avec le développement de la e-santé, des rendez-vous médicaux en ligne. Et les EPL ont la capacité de porter ces innovations. Aussi une question de l'échelle territoriale d'intervention qui varie selon les sujets et on remarque que les EPL justement agissent généralement à la bonne échelle par rapport à ces thématiques. Mais néanmoins, il y a certaines évolutions nécessaires, notamment celle de créer des écosystèmes, un besoin entre les EPL de discuter, de partager pour monter en compétence sur ces sujets. Et certaines le font déjà, organisent des événements, des journées thématiques sur soit le vieillissement, soit l'urbanisme favorable à la santé. Et enfin, un besoin d'accompagnement, donc savoir accompagner. Il y a déjà des EPL qui en accompagnent d'autres, puisqu'elles sont plus avancées sur ces sujets. Et il faut poursuivre en ce sens.
Merci beaucoup Thaïs. Peut-être sur le rôle des écosystèmes, je pense qu'on peut compter sur la mobilisation de la Fédération des EPL, parce que ça fait partie aussi de son job et ça fait partie de ses ambitions de nourrir la réflexion des EPL existantes en appui de ce que souhaitent les collectivités locales. Et puis la Fédération pourra compter du coup sur notre mobilisation. J'en profite pour remercier l'ACET qui a fait ce guide. Donc merci Thaïs qui a été une des écrivaines pour la rédaction du guide. Remercier aussi les quelques 30 EPL qui ont été sollicités et qui ont passé du temps pour partager leur retour d'expérience et permettre que ce guide colle le plus possible à leurs préoccupations. Et puis, comme le disait Thaïs, vous retrouverez dans le guide de manière assez développée la manière dont la Banque des territoires peut vous accompagner. Donc, voilà, l'objet ici, c'est pas de revenir sur nos modalités d'accompagnement, mais en tous les cas, sachez que dans ce guide, c'est détaillé à la fois sur la manière dont on peut vous accompagner en matière d'ingénierie, sur du financement de projets, sur de l'investissement dans vos sociétés. Donc voilà, retrouvez l'ensemble des informations dans le guide. Peut-être après cette présentation, est-ce qu'il y a des questions ? Peut-être en attendant une question dans la salle ou en ligne, une première interrogation sur les liens, les coopérations qu'il peut y avoir justement avec les acteurs de santé. Oui. Ce qui est ressorti des entretiens, c'est que les projets liés à la santé que mènent les EPL ne sont pas forcément leur champ d'action habituel, mais que les projets sont toujours très bien menés lorsqu'il y a des coopérations avec les acteurs de santé. Donc lorsqu'une EPL intervient en milieu hospitalier, généralement il y a des réunions très fréquentes qui sont organisées avec les professionnels de santé pour pouvoir utiliser les compétences des EPL en les adaptant aux besoins des personnels de santé ou du milieu dans lequel elles interviennent, et que généralement ça fonctionne très bien. Et peut-être souhaites-tu, Olivier, évoquer les travaux avec les ARS ? Oui, Isabelle, merci beaucoup. On travaille à la Fédération et on fait ce travail aussi main dans la main avec la Banque des territoires qui développe son offre d'accompagnement des collectivités en matière de diagnostic de l'offre de santé sur leur territoire. C'est un enjeu important de réussir à mobiliser les acteurs de ces politiques-là qui sont nombreux. Les ARS ont cette capacité à avoir une vision panoramique sur leur territoire d'intervention des acteurs, mais il y en a d'autres importants à mobiliser. Je pense par exemple aux URPS, qui sont des associations obligatoires, dont l'existence est imposée par la loi, de professionnels de santé qui font ce lien très efficace avec les professionnels de santé. Il y a d'autres acteurs, des fédérations aussi, par exemple la fédération des maisons de santé, avec qui on travaille, et on fait ce travail de mobilisation, de notoriété des EPL auprès de ces acteurs-là, pour qu'ils aient le réflexe de se dire que les EPL peuvent être de véritables solutions aux enjeux auxquels ils sont confrontés. Merci. Est-ce que Mathieu, qui est dans la salle et qui du coup se charge de collecter la parole, est-ce qu'il y a une autre question ? Pas d'autres questions en ligne pour l'instant. Peut-être du coup, à l'occasion de ce guide, est-ce que vous avez pu identifier des interventions spécifiques à destination des publics fragiles ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui fait également l'objet de réflexion au sein de la Banque des territoires. Et donc, le guide présente également des EPL qui interviennent donc à la fois sur la création d'EHPAD pour loger les personnes en perte d'autonomie, mais aussi sur la création de la gestion de d'autres types de logements adaptés aux différentes gradations de perte d'autonomie. Et également, puisque aujourd'hui la solution du maintien à domicile est plébiscitée par l'État, mais aussi par les personnes âgées qui souhaitent vieillir chez elles, il y a de nombreuses EPL qui se positionnent pour proposer des services à domicile de maintien, de portage de médicaments, de soins, etc., ou d'adaptation des logements pour garantir que les personnes puissent vieillir en sécurité dans leur logement.
Et puis d'ailleurs, sur ce sujet-là, on peut évoquer l'action des SAIEM, hein, donc les SAIEM qui ont un agrément spécifique pour construire et gérer du logement conventionné et qui sont souvent aussi engagés dans une stratégie patrimoniale pour permettre l'adaptation d'une partie de leur patrimoine, de leur parc, pour permettre le maintien à domicile des personnes âgées. Mathieu, est-ce qu'il y a une dernière question ? Une dernière question peut-être sur les EPL. Nous avons dans le guide des témoignages de SEM, de SPL. Au final, peut-on dire qu'il y a une forme d'EPL plus adaptée au projet de santé ? Toutes les formes d'EPL sont présentées dans le guide. Il y a une part importante de SEM, mais également de SPL qui interviennent sur ces sujets. Et aussi, plus rarement, mais des exemples de CEMOP, comme la CEMOP XL Autonomie qui intervient dans les Landes auprès des publics fragiles, justement. Donc, toutes les formes d'EPL peuvent être adaptées à ce sujet de la santé. Peut-être 2 questions très ponctuelles pour conclure. Les EPL accompagnent-elles des diagnostics territoriaux de santé ? Est-ce que vous avez eu des témoignages à ce sujet ? Et d'autre part, les EPL ont-elles la possibilité de gérer en direct des centres de santé ? Alors sur la première question sur les diagnostics territoriaux de santé, à ma connaissance, non, les EPL ne les réalisent pas elles-mêmes pour le compte des collectivités. En revanche, il est important qu'elles y soient associées parce que dans le cadre du développement de cabinets groupés au sens large, que ce soit sous une forme de maison de santé pluridisciplinaire ou une autre forme, il est utile qu'elles soient associées à ce diagnostic parce que ça leur permet notamment d'identifier les professionnels qui ont des projets de regroupement de leur exercice au sein de ce type de structure. Et donc, c'est une manière assez efficace de préfigurer les futurs projets de cabinets groupés. Sur la deuxième question, aujourd'hui, il existe des EPL qui possèdent des locaux et qui les louent à des professionnels de santé. Il n'existe pas d'EPL qui soit directement impliqué, si j'ai bien compris la question, dans l'exercice de l'activité de soins. C'est plus l'offre immobilière. Effectivement, derrière, ça renvoie à la gestion par les professionnels de santé eux-mêmes des maisons de santé et centres de santé. L'heure tourne, il est 14h30. Nous nous étions promis de laisser la part belle à l'occasion de cette initiative au retour d'expérience et donc au témoignage très concret de 3 EPL qui nous font le plaisir de témoigner. Et donc, je vous propose qu'on passe à la deuxième table ronde et j'invite Emmanuel Lacroix, qui sera l'animateur de cette deuxième table ronde, à nous rejoindre et à prendre le relais. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Thaïs. Je te remercie beaucoup, Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons effectivement passer à une partie un peu plus illustrative avec des témoignages d'EPL engagés en santé. Et je vais donc faire appel à 3 intervenants, alors dont 2 à distance. Alors, d'abord Pierre Rochery pour l'IGERIS. Ensuite, Virginie Vial pour la Samoa, voilà, je la vois à l'écran. Et David Baudet, qui est là en présentiel, donc je l'invite à se joindre à moi pour le Génopole. Donc, je vais d'abord m'adresser à Pierre Rochery et en lui demandant tout d'abord de présenter l'IGERIS, s'il le veut bien. Rapidement, l'IGERIS, c'est l'opérateur immobilier de la ville de Tours. Donc, c'est un opérateur un peu atypique, multi-activité, qui porte un patrimoine varié constitué principalement de logements conventionnés et non conventionnés, mais également un patrimoine de commerce, locaux d'activité, bureaux et dans le domaine de la santé, de murs d'EHPAD et de murs d'un certain nombre de résidences autonomie. Donc c'est un opérateur qui accompagne de manière relativement traditionnelle la santé de ses locataires, avec un objectif de favoriser le maintien dans les lieux de ces locataires, le maintien dans les lieux des locataires les plus fragiles, et donc en particulier les seniors, avec des politiques relativement classiques
d'accompagnement à l'adaptation du logement avec des financements donc en fonds propres de la part de l'IGERIS, de la part de la CARSAT également, et nous bénéficions dans le cadre de ces adaptations d'abattements de taxes foncières. Voilà pour la présentation de l'IGERIS. Alors, merci Pierre. Alors, est-ce que, je vois déjà à l'écran d'ailleurs un exemple, est-ce que vous pouvez nous en parler justement? La résidence Colombier, c'est donc je vois déjà des mots-clés qui apparaissent, habitat des seniors, résidence Colombier. Est-ce que ça illustre une opération innovante pour l'habitat des seniors? Alors, au-delà de ces interventions relativement classiques pour un opérateur de logement, nous avons souhaité être plus en phase avec les besoins et les attentes. Et en 2016, nous avons répondu à 2 appels à projets engagés par les collectivités, la métropole de Tours et le conseil départemental d'Indre-et-Loire, qui souhaitaient dynamiser l'offre en matière de maintien à domicile. Et pour cela, donc, ces 2 appels à projets, alors, pour illustrer mon propos, j'ai mis les intitulés de ces appels à projets qui illustraient parfaitement les attentes des collectivités. L'habitat du bien vivre à domicile, accompagner les personnes âgées handicapées dans leur parcours résidentiel, et habitat des seniors, ensemble inventons demain. Alors demain, on l'a réfléchi dès 2016 avec donc pour mettre en œuvre la réponse à ces appels à projets dans lesquels nous avons été désignés lauréats. Nous avons répondu en proposant une offre de logement adapté dans cette fameuse résidence du Colombier, dont la construction devait débuter quelques mois après les réponses à ces appels à projets, résidence dans laquelle nous avons décidé d'adapter 25% des logements suivant un principe proposé à l'époque par une structure associative qui s'appelle Delphis, qui développe un label qui s'appelle Habitat Senior Service, qui demande à ce que nous puissions agir sur 3 points. Un premier point avec une offre de logement dans un environnement de service, de commerce et avec des mises à disposition de moyens de transport publics. Un deuxième axe qui était de répondre à une mixité générationnelle, donc ne pas créer de ghetto. Donc notre objectif, c'était proposer une offre à destination des seniors dans un environnement multigénérationnel. Et un troisième point qui était bien évidemment d'adapter les logements et les parties communes à tous les risques inhérents au grand âge en matière de sécurité, de confort et d'accessibilité. Donc nous avons développé cette première opération donc à partir de 2017 et avons livré ces logements adaptés. Au-delà de ces logements adaptés, nous avons mis en place un partenariat avec le CCAS de la ville de Tours pour accompagner l'animation et le volet social de ce projet. Comment partager, comment organiser le partage avec les autres résidents de cette opération. Donc il y avait une centaine de logements dans cette opération, dont une dizaine à destination des seniors. Et c'est comme cela que nous avons commencé à travailler avec le CCAS sur l'animation de cette résidence, en mettant à disposition, et c'est la slide suivante, un lieu de vie qui deviendra un lieu de partage entre les générations, animé donc par le CCAS de la ville de Tours. Au-delà de ces éléments, donc, nous avons souhaité intégrer, donc j'évoquais 90 logements, une centaine de logements, 10 logements réservés seniors. La centaine de nouveaux résidents de cette opération a signé ce qu'on a appelé et ce qu'on a bâti avec le CCAS de la ville de Tours, la charte du bien vivre ensemble. Donc, quelles sont les règles de vie commune que nous pouvions mettre en place, et nous les avons écrites, et chaque bail signé dans son annexe proposait cette charte du bien vivre ensemble. Alors peut-être pour terminer sur cette première expérimentation, depuis 2017, dans chacune de nos opérations neuves, nous intégrons 25% de logements adaptés seniors, suivant donc le principe prôné et porté par Delphis et le label Habitat Senior Service.
Alors merci Pierre. Alors, est-ce que vous avez d'autres types de publics fragiles que vous avez pu adresser dans vos opérations? J'ai vu apparaître dans le premier slide un sujet de handicap. Alors, effectivement, on a pris goût aux réponses aux appels à projets, puisqu'il y a maintenant 2 ans, nous avons, en partenariat avec l'APF, l'Association des paralysés de France, répondu à un nouvel appel à projet, cette fois-ci engagé par la région Centre-Val de Loire et toujours le conseil départemental d'Indre-et-Loire, autour d'une thématique qui avait été désignée pour des opérations d'habitat inclusif en Indre-et-Loire. Donc là, de la même façon, nous avons été désignés comme lauréats pour un projet un petit peu différent du premier, puisque l'objectif, c'était accompagner des personnes en situation de handicap physique plus ou moins lourd. Et donc pour ce projet, donc nous sommes appuyés sur les 25% de logements adaptés seniors pour les adapter à nouveau, aller au-delà de ce qu'on avait l'habitude de faire et les adapter à ces handicaps physiques. Et donc nous avons travaillé avec les équipes de l'APF et c'est une opération qui est en cours de construction, ça s'appelle la résidence Pingue-et-Guindon, une opération donc là toujours d'une centaine de logements avec une dizaine de logements qui seront mis à disposition de l'APF ainsi qu'un lieu de vie, puisque le principe de l'habitat inclusif, c'est créer des logements adaptés avec des lieux de vie pour partager avec l'ensemble des résidents des résidences que nous livrons. Alors, merci. Mais là, je vais rentrer un peu dans les aspects un peu plus terre-à-terre, d'aspects un peu de financier, technique. J'imagine qu'il y a des surcoûts associés à ces opérations, puisqu'on est sur du logement adapté. Là, vous avez répondu à des appels à projets. Alors, on peut imaginer, mais je te laisse confirmer ça si c'est bien le cas, que c'était justement dans le cadre des appels à projets qu'étaient financés ces surcoûts. Pour autant, il me semble que tu as évoqué le fait que 25% des logements désormais dans vos nouvelles opérations sont réservés à des logements seniors. Alors, je suis revenu sur le sujet senior. Comment est-ce que désormais vous intégrez ces surcoûts dans les opérations? Alors, ces opérations sont financées de manière relativement classique via les prêts Banque des Territoires dans le cadre de financement logement social type PLAI, puisque la majorité des candidats locataires bénéficient de l'AH, par exemple, sur l'opération APF. Donc des financements classiques pour le logement social, complétés par effectivement un certain nombre d'aides obtenues dans le cadre de ces appels à projets, aides portées par les collectivités, la région Centre-Val de Loire, le conseil départemental, mais également par Tours Métropole Val de Loire, qui sur une des opérations a apporté des financements relativement importants qui allaient jusqu'à 6 000 € par logement. Donc effectivement, c'est les surcoûts qui sont limités. On a pris le parti, donc depuis maintenant une petite dizaine d'années, d'intégrer systématiquement ce quota de 25% de logement. Donc les surcoûts aujourd'hui, on les maîtrise, on les intègre dans nos prix de revient. J'allais dire qu'ils sont lissés sur le prix de revient de l'opération dans son intégralité. Donc ils sont limités, mais il n'empêche qu'ils existent et donc ils sont financés grâce aux aides dont on peut bénéficier dans le cadre de ces appels à projets. Et est-ce que cette implication est chronophage? Alors, elle a été chronophage, puisqu'il faut trouver un rythme et des bras et de la matière grise pour répondre à ces appels à projets. Aujourd'hui, je dirais que nos pratiques intègrent l'ensemble de ces processus donc de mise à disposition de logements adaptés, l'ensemble des processus de réponse à ces appels à projets. Donc, elles sont chronophages, mais petit à petit, on les a intégrées dans nos pratiques et elles sont aujourd'hui bien intégrées dans nos équipes. Donc, un effort rentabilisé par rapport à cet enjeu de société, que ce soit sur le plan du temps dédié, que sur les surcoûts, on se rend compte que finalement, il y a un coût d'entrée, mais après, on atteint un rythme de croisière, si je comprends bien. Tout à fait, voilà, c'est un rythme de croisière que l'on a atteint grâce à cette première opération mise en place en 2016. Aujourd'hui, je dirais que c'est une thématique qu'on a intégrée dans chacun de nos projets. Eh bien, merci pour ce premier témoignage. Alors, est-ce qu'il y a des questions?
Oui, une première question. Le fait qu'il n'y ait que 25% des logements pour les seniors permet-il d'échapper au statut d'EHPAD, établissement hébergeant les personnes âgées? Alors, tout à fait, il n'y a aucun service proposé par l'IGERIS autour de la mise à disposition de ces logements. Donc, bien évidemment qu'on ne rentre pas dans les réglementations que vous évoquez. Alors, une autre question dans la salle ou en ligne? Alors, en attendant une autre question, peut-être sur l'ensemble des opérations que vous évoquez, est-ce qu'il s'agit principalement d'opérations en construction neuve ou parfois cela se fait aussi sur des opérations en réhabilitation? Alors, les deux premières opérations que j'évoquais, la résidence du Colombier et la résidence Pinganon, sont des opérations de construction neuve. L'opération qui s'affiche, la résidence du Colombier, est une opération en acquisition-réhabilitation avec une nouvelle thématique que nous avons portée, toujours dans le cadre d'un appel à projet. Alors, c'est l'autre slide, s'il vous plaît. La résidence Molière, voilà, la résidence Molière. C'est une opération que nous avons initiée avec une association qui s'appelle ALVA, qui accompagne l'intégration et l'intégration de jeunes autistes Asperger. Donc, c'est une opération d'une trentaine de logements, dont une dizaine sera mis à disposition donc, de cette association. Toujours du logement social, du logement PLAI, des jeunes qui bénéficient de l'AH et des logements qui ont été adaptés avec deux principales problématiques. Tout d'abord, le confort acoustique. Donc, l'autisme Asperger induit une surréaction au bruit et nécessite, donc le premier sujet c'est le confort acoustique, et deuxième sujet c'était la configuration du logement qui a dû être adaptée. Donc on a travaillé avec l'association, on a travaillé avec le CHU de Tours qui a une unité spécialisée sur l'autisme. Et donc ces logements ont été adaptés en vue d'être loués donc à ces jeunes autistes avec toujours, c'est le même principe, un espace commun qui sera mis à disposition de l'association et qui va permettre à ces jeunes adultes de s'autonomiser dans le cadre d'un parcours qu'accompagne l'association. Donc pour répondre à votre question de départ, effectivement, on est également porteur de projets en acquisition-réhabilitation pour répondre à cette offre, à ce besoin plutôt d'habitat inclusif sur notre territoire. Peut-être deux petites questions. Bonjour Pierre, c'est Isabelle. Vraiment, merci beaucoup pour ton témoignage. Moi, j'ai trouvé ça très, très inspirant. Je me posais la question, tu évoquais le coût d'entrée, ou en tous les cas, le fait d'embarquer les équipes dans ce projet collectif. Est-ce que vous avez eu des actions de formation spécifiques auprès des collaborateurs? Et puis, ma deuxième question, c'est... quels sont du coup les coups d'après pour vous en fait, voilà, en termes de santé, finalement, comment vous vous projetez? Il y a déjà une très très belle dynamique. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets que tu voudrais partager avec nous? Alors en matière de formation, deux sujets. Nos monteurs d'opérations, ce sont des opérations relativement classiques qui ne nécessitent pas de savoir-faire particulier. Par contre, en matière d'accompagnement des résidents, nous avons fait le choix d'accompagner l'ensemble de ce qu'on appelle les chargés de proximité, sont nos gardiens, et tous ont suivi une formation dédiée à l'accompagnement des personnes à mobilité réduite, des seniors ou des personnes en situation de handicap. Donc c'est une formation relativement lourde, je crois qu'il a duré 3 jours, il y a déjà quelques années. Et concernant la deuxième question, donc les coups d'après, alors de ces différentes expériences, on en a tiré une conclusion, c'est qu'il faut développer l'habitat inclusif sur nos territoires. Donc le choix qu'on avait fait il y a maintenant quelques années est ancré dorénavant dans nos pratiques. Donc 25% de la production de logements neufs ou de la production en acquisition-réhabilitation intègre dorénavant nos productions intègrent dorénavant 25% des logements en logements adaptés.
et on se raccroche aux projets qui arrivent au fil de l'eau. On a évoqué, on est je crois au 4e ou 5e appel à projet auquel nous répondons sur des thématiques différentes, mais avec la possibilité, alors c'est pas du copier-coller puisqu'on s'adapte à chaque fois aux natures de handicap, mais le socle de 25% qu'on a ancré dans nos pratiques nous permet de répondre relativement facilement et en adaptant de manière beaucoup plus facile les logements dorénavant. Donc les coups d'après, ils arrivent, ils vont arriver sur certainement d'autres thématiques. L'intérêt également de la participation à ces différents appels à projets, c'est qu'on a constitué un réseau de partenaires. On est aujourd'hui reconnu comme un opérateur qui traite un petit peu différemment cette thématique habitat inclusif. Voilà, on a vu qu'on était au 3 ou 4e projet. Je pense que ça illustre la confiance qui est née entre différentes associations. J'ai parlé de l'APF, j'ai parlé d'ALVA, le CCAS de la ville de Tours et d'autres contacts que nous avons aujourd'hui pour développer cette offre en habitat inclusif. Ok, donc l'importance d'un réseau local, d'une animation et de partenariat. En conclusion, merci beaucoup Pierre pour ce témoignage extrêmement riche, très intéressant. Je vous propose maintenant d'aborder la thématique de la santé environnementale. Alors la santé environnementale qui devient de plus en plus un sujet prégnant avec le concept désormais de One Health. Et on a aujourd'hui, pour évoquer cette question, Virginie Vial, qui dirige la Samoa, et qui est donc un EPL qui a été créé spécifiquement pour l'aménagement de l'île de Nantes et qui a intégré l'urbanisme favorable à la santé dans ses pratiques. Alors, comment est-ce que ça vous est venu? D'abord, est-ce que vous voulez bien commencer par rappeler dans les grandes lignes le rôle de la Samoa et puis ensuite expliquer comment vous vous êtes lancé dans cette approche de l'urbanisme favorable à la santé et dans des logiques un peu plus expérimentales? Bonjour à tous. Donc la Samoa, c'est une SPL avec deux métiers. Son métier historique, c'est le métier, je vais dire, classique d'aménageur. Et on est missionné sur un site unique qui est l'île de Nantes, la transformation de l'île de Nantes. Et un deuxième métier qui est arrivé par cette activité du projet urbain, mais qui est finalement assez différent ou très complémentaire de développeurs. Et la métropole nous confie une mission d'appui au développement des industries culturelles et créatives. Et vous allez le voir dans la suite de ce que je vais vous présenter, comment ces deux métiers se retrouvent sur le thème de la santé. Peut-être que vous pouvez passer pour vous expliquer un peu comment on s'est intéressé à ce thème de la santé. Alors, je vous ai mis une carte quand même pour resituer géographiquement le projet, le site. Donc, sur la photo aérienne, on voit l'île de Nantes qui est vraiment au cœur de l'agglomération nantaise, avec un projet qui est engagé depuis 20 ans maintenant. Alors, je vois sur le support que j'ai sur les yeux que la croix a un peu bougé. Mais donc, on doit accueillir sur l'île de Nantes le nouveau CHU de la métropole, qui est le regroupement de deux sites différents qu'on va accueillir sur la partie sud-ouest en bord de Loire. Et c'est un projet qui se prépare de très longue date. L'installation du CHU a été confirmée avant 2010 sur l'île de Nantes. C'est un projet de 220 000 m² pour vous donner un peu l'échelle du projet. Et assez vite, on s'est dit qu'on ne pouvait pas se contenter d'accueillir seulement ce très gros équipement et que c'était intéressant que l'ensemble du projet urbain s'empare de ce thème de la santé. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est intéressé aux démarches d'urbanisme favorable à la santé. Si vous pouvez passer la slide suivante, peut-être. Alors, est-ce que vous pouvez nous illustrer ça par des exemples concrets? Enfin peut-être d'ailleurs que vous voulez d'abord rappeler un peu les grands axes. Oui, peut-être. Allez-y, je peut-être rappeler avant de passer aux exemples concrets, peut-être raconter comment on a intégré cette démarche santé dans le pilotage du projet urbain.
Depuis quelques années, on pilote le projet en s'appuyant sur ce qu'on appelle le manifeste pour une île durable, qui est présenté là sur cette slide, qui s'appuie sur 4 piliers. L'île des mobilités complices, l'île des biens communs, l'île résiliente et l'île du bien-être. Et c'est vraiment au travers de ce sujet de l'île des bien-être qu'on a abordé le thème de la santé. À l'époque où on a écrit le manifeste, on n'osait pas trop se dire compétent directement sur le sujet de la santé. C'est pour ça qu'on a dit île du bien-être. On avait bien en tête la définition de l'OMS qui a été rappelée au début de la séance. Pour autant, on trouvait, je pense, un petit peu gonflé pour un aménageur de dire qu'on allait faire un projet vraiment favorable à la santé. Et du coup, on a préféré retenir ce sujet de bien-être. Mais on voit que les sujets se rejoignent très vite. Et aujourd'hui, on parle vraiment très facilement de santé environnementale, de santé globale. C'est des termes qui ont été utilisés là, dans les exposés. Et du coup, on se sent, nous, de plus en plus légitimes sur ce sujet de santé, parce que dans la compréhension qu'on en a, il s'élargit. Alors, comment on a traduit cette intention de l'île du bien-être? C'est l'intention de développer la nature en ville, de rechercher une qualité de vie dans le logement, dans les bureaux, de favoriser l'activité physique, de concevoir une vie de quartier animée et d'encourager la solidarité. Vous me demandiez comment ça s'est traduit concrètement. Je vous donne quelques exemples. Rechercher la qualité de vie dans son logement, ça s'est traduit par des logements avec 2,70 m de hauteur sous plafond. C'était déjà quelque chose qu'on pratiquait de façon ponctuelle, mais on a considéré que l'espace dans le logement, ça faisait la qualité du logement, ça contribuait au fait qu'on se sente bien dans son logement et que ça contribuait du coup à cet objectif de bien-être et de santé. Les escaliers éclairés naturellement, c'est quelque chose qui est pratiqué de façon beaucoup plus courante aujourd'hui. Nous, quand on a commencé à l'énoncer, on ne le pratiquait pas du tout. Et c'était encore l'escalier de secours en béton brut que personne n'a envie de prendre. Donc, c'est des points de vigilance qu'on a eus depuis qu'on a énoncé ces objectifs. Je ne dirais pas que ça a changé complètement notre pratique du projet urbain, mais c'est des petites attentions qui ont, je pense, contribué à cet objectif. En parallèle de ça, on a engagé aussi avec la ville de Nantes une étude d'impact sur la santé. Je vous en dis quelques mots parce que c'est intéressant de montrer ce qu'elle nous a apporté et peut-être aussi ce qu'on a trouvé plus difficile à s'approprier. La ville n'avait pas beaucoup de moyens à y consacrer, mais elle avait envie un peu de donner l'exemple. Et pareil, dans cette démarche de dire on ne peut pas accueillir un CHU flambant neuf et ne pas avoir, ne s'être pas du tout intéressé à l'impact du projet urbain sur la santé des habitants. Et du coup, on a étudié 2 sujets spécifiques qui étaient particulièrement pertinents au regard des consultants qui nous ont accompagnés au regard du projet de l'île de Nantes. Le premier, c'était Nature en ville. Et le second, les dispositifs participatifs. Donc, Nature en ville, le constat, c'est qu'il y a désormais énormément de littérature scientifique qui montre les bienfaits de la nature en ville. Et tout ce qu'on vit là plus récemment, ces 2-3 dernières années, nous montre à quel point les habitants réclament plus de nature, à quel point la réponse à la transition climatique impose également à ce qu'il y ait plus de nature en ville. Et donc, quelque part, ça venait un peu corroborer, enfin, ces souhaits viennent corroborer ce que nous montrait l'étude. Et ça, c'était intéressant aussi, quelques limites qui nous montraient que la nature a des bénéfices à la condition qu'on l'utilise bien. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément toujours en tête, mais avec un point de vigilance sur les espèces allergènes. Voilà, si on met des bouleaux partout, en fait, c'est pas de la santé qu'on va amener aux habitants. Et de la même façon, en montrant qu'en fonction de la disposition, ça m'avait un peu marqué, si les voies vélos sont trop encadrées, entre guillemets, sont un peu coincées entre
des façades d'immeubles et une haie végétale ou des arbres qui font un abri, eh bien en fait la pollution elle est concentrée dans cet espace-là, et quand on est sur son vélo, on absorbe un air qui est plus pollué. Donc ça va amener quelques nuances, quelques points de vigilance dans la façon de mettre en place cette nature. Et le deuxième sujet, sur les dispositifs participatifs, là pour le coup c'était plus novateur, et je pense qu'on ne s'attendait pas à ce que cette étude d'impact santé nous amène sur ce sujet-là. Et c'est un sujet sur lequel il y avait beaucoup moins de littérature scientifique, mais qui montrait à quel point la participation des habitants, la participation active des habitants à leur quartier, à leur ville, à ce qui va se passer, est bénéfique pour voilà, leur statut d'habitant, et elle est valorisante pour les habitants, et ça contribue au bien-être et aussi aux possibilités de solidarité. Voilà. Et pour nous, ça a été un peu là aussi des points de vigilance dans la façon dont ensuite on a construit nos dispositifs de participation pour faire en sorte que les habitants en profitent vraiment. Très bien, merci. C'est des exemples, c'est des exemples vraiment très concrets et qui permettent vraiment d'éclairer de manière extrêmement parlante ce qu'on peut faire à travers cet urbanisme favorable à la santé. J'ai compris que la démarche, elle avait été lancée finalement aussi avec l'arrivée du CHU, enfin en tout cas l'arrivée programmée du CHU dans la ville. Donc réflexion que vous avez lancée dès 2018, mais aujourd'hui, alors on est en 2023, on a quand même un certain nombre d'années qui sont déjà passées. Le CHU, j'imagine que le projet est en train de commencer à atterrir, le projet de déménagement. Est-ce que vos réflexions ont évolué au fil de l'eau? Est-ce que vous avez aujourd'hui une vision à la fois plus précise, mais aussi peut-être des nouvelles idées qui interviennent sur la santé, le lien avec cette santé, dans la perspective de l'arrivée prochaine du CHU? Alors oui. On sent qu'on n'a pas fini d'explorer ce sujet. Et ce qu'on a choisi de faire, il y a une image un peu plus tard dans la présentation, je reviendrai peut-être après sur les expérimentations. Il y a des espaces publics autour du CHU aujourd'hui dont on n'a pas engagé l'étude, parce qu'ils seront réalisés une fois que le bâtiment sera terminé. Et sur ces espaces publics, c'est entre autres un quai assez large qui donne sur la Loire, et une place qui est assez généreuse, qui est au pied de l'hôpital de la mère et de l'enfant. On souhaite, dans la conception des espaces publics, intégrer une démarche de participation de représentants des personnels soignants et de représentants des patients, pour pouvoir élaborer avec eux ce que doivent être ces espaces publics. Qu'est-ce qu'on doit y trouver pour que et les soignants et les patients se retrouvent dans l'espace public, et un espace public qui soit vraiment adapté à leurs besoins. Voilà, c'est cette image-là du CHU, de cette berge qui est dessinée là, mais qui est tout à fait indicative, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de projet. C'est sur cet espace qu'on souhaite travailler avec ces représentants de soignants et de patients. Donc ça, c'est quelque chose qui est devant nous, qu'on n'avait pas forcément identifié dès le démarrage, et voilà, qui est, je pense, en mesure de nous faire progresser sur ce sujet. Est-ce que vous souhaitez revenir aussi sur les expérimentations? Oui, sur l'expérimentation. Peut-être quelques mots rapides, parce que vous parliez de concrétisation. En l'occurrence, les expérimentations, c'est quelque chose d'extrêmement concret, et pour le coup qu'on est capable de mettre en place très rapidement. Et elles font vraiment appel aux deux métiers de la Samoa, c'est-à-dire l'expérimentation. Du coup, si vous pouvez revenir un peu en arrière sur les images, je vais les balayer très rapidement. L'idée, c'est de tester soit des usages, soit des technologies avec des startups nantaises, qui sont des startups qu'on accompagne au titre de notre action de développement économique. Donc, on teste les installations. Et derrière, on les évalue avec, en fonction de la nature de l'évaluation, soit on améliore le processus, soit on passe à l'industrialisation, soit on oublie parce qu'en fait, vraiment, ça ne marche pas.
Donc là, je vous ai montré quelques images. Celle-ci, par exemple, c'est une expérimentation faite sur la qualité de l'air et les mobilités douces avec Air Pays de la Loire, où on a installé pendant quelques mois des panneaux indicateurs à destination et des vélos et des automobilistes. Donc là, c'est le panneau à destination des vélos qui disait si vous allez tout droit, la qualité de l'air est mauvaise. Donc, pour votre santé, c'est moyen. Préférez les passages sur les côtés. Et il y avait un panneau en même temps pour les automobilistes qui leur indiquait qu'ils contribuaient à telle hauteur à une mauvaise qualité de l'air. Donc on teste comme ça à la fois du mobilier et puis des changements de comportement pour voir si ce mobilier est susceptible de faire des changements de comportement. Ça, c'est un test sur un îlot de fraîcheur. En revanche, test là qui n'a pas été probant. Comme vous pouvez le voir, la nature ne pousse pas. Donc le test n'est pas complètement terminé, mais on sait qu'il va pas bien fonctionner. Mais l'intention, c'était de tester un endroit où on ne peut pas planter d'arbres parce que le sol est plein de réseaux. Est-ce qu'on est capable d'amener de la fraîcheur quand même? Voilà, je ne les passe pas toutes en revue, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal d'expérimentations. Il y avait celle-ci qui est en cours d'installation sur du design actif pour soit inciter à l'activité physique, inciter aux mobilités douces. Elles sont celles-là en cours de mise en œuvre. Voilà, c'est des applications très pratiques, on va dire, de cette approche sur la santé. Alors je trouve ça personnellement passionnant. En fait, on peut qualifier ça un peu de living lab dans une certaine mesure, ou est-ce que vous ne reconnaissez pas dans le mot? Ah si, tout à fait. Et en fait, donc il y a, alors sans vouloir empiéter bien entendu sur la présentation suivante, hein, mais de manière assez brève, est-ce que du coup vous avez comment est-ce que vous animez l'écosystème finalement d'entreprise en santé de votre territoire? Est-ce que vous cherchez des solutions localement, ou est-ce que ce sont des solutions qui viennent de partout en France ou ailleurs d'ailleurs que vous expérimentez en fonction des opportunités? Enfin, est-ce que vous avez une politique particulière de repérage de ces solutions? Sur les expérimentations, pour le coup, on travaille beaucoup avec des startups locales ou des entreprises locales qui ont envie de tester des dispositifs. Voilà, on a un écosystème d'acteurs autour de nous qui fait qu'on est capable de mobiliser. Et après, on passe par des appels à projets. Voilà, soit qu'on lance nous-mêmes, soit auxquels on répond. Eh bien, merci beaucoup. Je me tourne vers la salle. Est-ce qu'il y a des questions sur ce deuxième témoignage ? Oui, bonjour Virginie, Isabelle Bonaujoin. Merci de nouveau, comme tout à l'heure avec le témoignage de Pierre, c'était très éclairant. Je sais que tu es assez activement engagé dans le club Ville Aménagement et peut-être ce que vous portez là avec la Samoa sur l'île de Nantes. Plusieurs aménageurs publics le portent également, peut-être pas aussi avancé, mais peut-être de témoigner comment d'autres EPL, en tout cas cette dynamique, cette problématique de la santé au cœur des projets d'aménagement est en train de progresser. Je ne sais pas si c'est un sujet qui t'inspire. Alors, moi, c'est un sujet, oui, qui m'inspire, j'espère que vous l'avez compris, et qui nous inspire depuis longtemps sur l'île de Nantes. En revanche, ce n'est pas un sujet qui a été pour le moment retenu par le Club Ville Aménagement, voilà, qui en a approché beaucoup d'autres, mais qui n'a pas retenu celui-là dans ses actuels groupes de travail, ni dans les précédents. Je pense juste par un peu gestion de ses priorités. Donc le club ne travaille pas spécifiquement sur ces sujets-là. Après, je pense que les sujets de santé environnementale, aujourd'hui, sont partout, et on voit bien que, en fait, et quand on aborde la question de la transition climatique, il y a beaucoup de sujets dont les bénéfices, de réponses dont les bénéfices sont multiples. C'est ce que je disais tout à l'heure de la nature. Quand on met de la nature, c'est bon pour la biodiversité, c'est bon pour la santé, c'est bon si on fait un peu attention pour les îlots de fraîcheur. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est de voir que
c'est ces actions aux bénéfices multiples. Et je pense d'ailleurs que l'approche santé, qui est une approche qui est sensible pour les habitants, elle peut nous permettre aussi d'avancer sur des changements d'usage qui sont, eux, rendus, je vais dire, nécessaires par la transition climatique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, dans l'attente d'éventuelles questions en ligne, peut-être 2 questions pour revenir sur l'étude d'impact sur la santé. Est-ce que suite à celle-ci, vous avez modifié certains aménagements dans le projet urbain? Est-ce que ça vous a conduit à opérer des rectifications en quelque sorte? Et d'autre part, est-ce qu'elle a donné lieu à une démarche plus large d'évaluation d'impact extra-financier de l'opération d'aménagement? On peut penser à des démarches aujourd'hui de type évaluation socio-économique des opérations d'aménagement. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez pu embrayer? Non, on n'a pas embrayé là-dessus. On espérait pouvoir le faire. En fait, c'était un peu cette EIS nous servait aussi à amener du contenu pour répondre à un appel à projet européen qu'on espérait gagner et avec lequel on espérait avoir plus de moyens pour poursuivre sur ce sujet. Et en l'occurrence, nous n'avons pas gagné. Donc, on n'a pas amplifié la démarche derrière. Et du coup, on l'a approprié différemment. Et après, vous me demandiez si ça avait changé des éléments de projet. Alors, changer des éléments de projet à proprement parler, non. En revanche, suite à ça, on a ajusté nos méthodes, notamment sur les sujets de participation, pour veiller à avoir des dispositifs participatifs qui font monter en compétences et avec cette notion d'empowerment qui était mise en avant par le consultant. Voilà, pour quelque part que ces dispositifs profitent vraiment aux habitants et au-delà du seul temps de la participation que nous on organise. Alors, une question dans la salle. Oui, bonjour. Alors, je me présente, je représente une association qui vient de se créer, qui s'appelle Filière Santé Numérique, et qui s'intéresse à comment le numérique peut aider tous ces sujets d'évolution de la prise en compte de la santé dans les territoires. On s'est en particulier intéressé aux territoires d'innovation de grande ambition, et je voulais savoir si vous avez des liens dans ce travail avec justement le territoire de grande ambition de Lorient, qui s'appelle HIT, et qui s'est intéressé particulièrement à l'inclusion des personnes handicapées, et avec un travail assez approfondi sur justement les mesures d'impact, chose qui mobilise la filière par ailleurs. Hein. Je me permets juste, avant de passer la parole pour les réponses, de préciser qu'il y a 3 territoires de grande ambition, enfin d'innovation de grande ambition en santé. Un à Lorient que vous avez cité, le deuxième est à Strasbourg Eurométropole sur la santé et la prévention, et le troisième c'est dans la Meuse. Voilà, c'est Imeuse qui est un territoire particulièrement dédié au numérique en santé. Mais allez-y. Et la filière réunit ces 3 territoires d'ailleurs. D'accord, tout à fait. Alors, je vous passe donc la parole pour les réponses. Alors, non, on ne s'est pas rapproché du territoire de Lorient. En tout cas, il est, à ma connaissance, pas non plus venu chercher la métropole de Nantes sur ce sujet. En revanche, peut-être pas à la même échelle, mais la métropole profite de l'arrivée du CHU. L'arrivée du CHU, elle s'accompagne également d'une nouvelle faculté de santé. En fait, tout le monde déménage, tout le monde se modernise et tout le monde se donne les outils de l'innovation à l'occasion du projet de l'île de Nantes. Donc, il y a une dynamique d'acteurs qui est en train de se mettre en place autour du soin, de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et la métropole, avec nous, est en train d'organiser le relais sur l'innovation avec les entreprises. Pour créer notamment une offre immobilière qui permettra aux entreprises de s'installer dans cet écosystème. Donc, ce n'est pas encore parfaitement formalisé, mais c'est vraiment en train de se travailler maintenant. Alors,
transition rêvée. Transition rêvée avec notre témoignage suivant, mais avec juste une petite incise de ma part. J'en profite pour une petite page de publicité, puisqu'on parle de santé environnementale. L'association Assist, que la Caisse des dépôts a créée avec le groupe Vive, va lancer prochainement un appel à projet justement sur la santé environnementale pour essayer d'accompagner quelques territoires sur cette question spécifique de la santé et l'environnement en lien avec les thématiques qu'on vient d'évoquer à l'instant, puisqu'on parlait aussi de recherche de financement, c'est l'occasion de le dire. Et je me tourne donc vers David Baudet, que je remercie pour sa présence. Et donc, donc vous êtes directeur général de la SEM Génopole. Cette SEM, ou plus exactement, d'ailleurs, je vais parler plutôt du Génopole dans son intégralité. Le Génopole, c'est un lieu qui se cristallise autour du bioparc, où en fait il y a une fertilisation croisée de la recherche fondamentale, la recherche appliquée, des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous expliquer comment il fonctionne et le rôle de chaque acteur? Ça marche, oui. Merci. Oui, d'accord. C'est mieux comme ça? Oui, je crois. Oui, donc. Troisième micro. Est-ce qu'on m'entend mieux cette fois-ci? Alors, je Est-ce que là, on m'entend? C'est moi qui est en train de saboter les micros. Bien, excusez-moi. Donc, bonjour à toutes et tous. Je recommence. Et merci à l'équipe du Hub pour évidemment l'invitation et l'organisation de cet événement. Oui, peut-être présenter le Génopole. Le Génopole est un biocluster. Alors nous, on n'intervient évidemment pas du tout en aval, vis-à-vis des populations directement ou des patients, comme mes collègues précédemment, mais on est plutôt en amont dans l'innovation, la recherche et l'application industrielle, évidemment. Donc peut-être, je vais passer le... Voilà. Voilà, donc vous voyez aujourd'hui comment fonctionne le biocluster génopolitain. Le Génopole est né donc il y a plus de 20 ans du souhait de l'Association française de myopathie de pouvoir apporter des thérapies géniques pour soigner des malades qui étaient atteints de maladies monogénétiques et qui en général ces maladies étaient létales. Donc vous savez, vous connaissez tous le Téléthon, c'est comme ça qu'est né le Génopole et finalement aujourd'hui le Génopole est devenu un biocluster où on a évidemment débordé la question de la thérapie génique même si elle reste au cœur de nos activités. Alors, le Génopole, c'est quoi? Très concrètement, c'est un système intégré où vous allez partir de la recherche jusqu'à l'application industrielle. Et donc, vous voyez aujourd'hui, là, sur ce développement du biocluster, voilà, j'ai rien fait, hein. Voilà, c'est pas moi. Donc le GIP Génopole, qui est un groupement d'intérêt public, qui lui est financé par la région et le ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche, qui accueille, héberge et anime les équipes de recherche sur le territoire du Génopole, qui finance, équipe et des plateformes technologiques qui permettent de faire des preuves de concept quand il y a des innovations, pour voir si les sociétés qui ont ces innovations peuvent aller jusqu'à l'industrialisation. Et enfin, c'est aussi le GIP qui fait la prospection des entreprises et qui a des programmes d'émergence de start-up. Et de l'autre côté, vous avez la SEM Génopole, pour laquelle je suis ici, qui, elle, va en fait héberger les startups, les entreprises qui sont ou en développement au sein de Génopole ou qui viennent de l'extérieur, qui offrent des services et qui offrent aussi de la maintenance pour que ces entreprises se concentrent sur leur métier et nous prenons en charge l'intégralité de ce qui est autour, hygiène, sécurité, enfin toutes les questions, l'évacuation des déchets et autres. Voilà, ça c'est le système. Alors ce qui est très important, vous le voyez, c'est que, et vous allez voir tout à l'heure sur une slide suivante, c'est que le Génopole finalement offre une chaîne complète qui permet de répondre à l'intégralité des besoins et qui permet vraiment
d'aller de la recherche jusqu'à l'application industrielle. Là, je vous avais mis les partenaires et vous voyez que c'est assez riche. Vous avez des collectivités territoriales, vous avez aussi évidemment des tutelles des grands organismes de recherche comme le CEA, l'INSERM, l'Université Paris-Saclay, l'Université d'Evry. Aussi le centre hospitalier sud-francilien, dit hôpital de Corbeil, très important puisque ce sont des milliers de patients qui peuvent bénéficier des innovations, des aides. Il y a des programmes communs. Donc vous voyez qu'on a un système qui est assez riche et qui permet vraiment de répondre à tous les besoins. Hop, un petit peu trop vite. Donc la raison d'être, eh bien, voilà, c'est très simple, c'est qu'on va aller de la connaissance du génome, donc on séquence les gènes, on analyse les gènes, et ensuite on va pouvoir aller jusqu'à la bioproduction. Donc en développement des biotechnologies, dans 2 secteurs principalement, la santé, qui nous intéresse aujourd'hui, donc on est sur du champ de thérapie génique, thérapie cellulaire et diagnostic aussi et prévention. Diagnostic puisque quelquefois pour ces produits il faut les tester avant de les inoculer. Il faut s'assurer qu'ils ne sont pas toxiques. Donc on a aussi toute une activité de diagnostic. Et enfin, il y a un deuxième secteur d'activité qui se développe énormément, c'est la bioéconomie. En fait, on va modifier des micro-organismes génétiquement pour leur faire produire ou des molécules, des protéines qui vont ensuite rentrer dans des composants dans des produits industriels. Donc c'est très important puisque c'est aussi une manière de décarboner nos industries et de pouvoir offrir des alternatives utiles à la transition environnementale. Voilà. Et donc de ce fait, on accompagne la recherche des entreprises, les entrepreneurs dans leur prise de risque et on va jusqu'à évidemment l'aménagement, l'hébergement, les locaux. Alors les missions par contre de la SEM en tant que telle, d'abord c'est évidemment de loger les entreprises. Et pour les loger, il faut être capable de s'adapter à leurs demandes. Et c'est toute la question qui est importante aujourd'hui à aborder, c'est que les entreprises que nous avons sont ou des laboratoires de recherche, ou des plateformes technologiques, ou alors des startups ou des entreprises un peu plus matures qui ont besoin qu'on soit capable de scénariser des aménagements et qui demandent des équipements qui sont très atypiques, évidemment, des fermenteurs, des spectromètres de masse, etc., pour pouvoir faire leur recherche ou tout simplement produire. Ils demandent évidemment aussi un certain nombre d'aménagements connexes comme un accès à des gaz, azote, gaz carbonique, oxygène, etc. Donc il faut que les équipes de la SEM soient capables de répondre à tout type de demande de scénarisation de façon à ce que ces entreprises puissent exercer évidemment leurs fonctions. C'est très important. Ensuite, une fois qu'elles sont hébergées, après la scénarisation, il faut qu'elles soient suivies, accompagnées dans leur développement. Donc elles ont des besoins évidemment sur tout ce qui est maintenance de locaux, les équipements, mais aussi sur toutes les offres de services, de la réparation évidemment d'une machine qui est en panne, jusqu'à la gestion des déchets, je l'ai dit, jusqu'aux normes hygiène, sécurité, environnement, où on les accompagne pour les mettre à jour systématiquement. Et puis on doit évidemment améliorer notre patrimoine. La SEM, vous allez voir dans les chiffres, dispose de 41 000 m² de locaux qui doivent aujourd'hui être totalement dédiés aux biotech et qui doivent permettre à ces entreprises de pouvoir exercer dans de bonnes conditions pour pouvoir innover dans la santé du futur ou dans la décarbonation de nos industries. Voilà. Et puis la SEM aussi a la possibilité aujourd'hui de construire des surfaces supplémentaires, ce qu'elle n'avait pas auparavant. Mais depuis sa recapitalisation, elle peut aussi accompagner, construire, enfin mener des programmes immobiliers, puisqu'aujourd'hui on est à un taux d'occupation de 90% à Génopole et que nous avons à la fois des entreprises qui se développent fortement sur les marchés internationaux dans le domaine des biotech, santé d'ailleurs, beaucoup. Et puis, nous n'avons plus de locaux à leur proposer pour leur extension. Donc, il faut qu'on construise. Et on a aussi des entreprises extérieures, internationales, qui commencent à rechercher une implantation en Europe. Et le Génopole peut être un point d'entrée. Donc, il faut absolument dédier de nouvelles surfaces immobilières. Voilà. Donc, une équipe de 15 personnes. Voilà, c'est très rapidement, donc une petite équipe, voilà, mais voilà. Et là, vous voyez, ce schéma est très important. Vous voyez la complétude de tout le travail que fait la SEM. On est sur des études d'opportunité, on travaille avec une entreprise, elle nous dit voilà, j'aimerais obtenir tel type de surface en laboratoire de type 1, de type 2 ou de type 3, il me faudrait des salles pour les gaz, il me faudrait tel ou tel équipement. Donc nous, on va travailler cela en amont. On est accompagné par le GIP qui, lui, par contre, fait le travail de prospection, fait le travail de l'évaluation des entreprises, puisqu'il faut savoir, ce sont des startups, est-ce qu'elles vont lever des fonds, est-ce qu'elles ont les reins solides pour pouvoir être hébergées, parce qu'il faut quand même qu'on... Voilà, on prend des risques
risque à Génopôle. Évidemment, c'est notre nature dans les biotech, mais on n'est pas des aventuriers non plus. Donc il faut quand même que les comptes de la SEM à la fin de l'année soient équilibrés. Il ne s'agit pas de faire des bénéfices, mais au moins qu'elles soient équilibrées pour pouvoir poursuivre le développement du biocluster. Ensuite, il y a les études programmatiques. On fait des appels d'offres, car quelquefois, les travaux demandent sont des travaux qui vont au-delà des normes qui nécessitent qu'on lance des appels d'offres. Donc souvent, c'est des travaux qui peuvent être à 600, 700, 1000 euros, peut-être 1 million d'euros de réaménagement. Et ensuite, on passe au suivi des opérations, l'accompagnement, la mise en exploitation et la maintenance. Donc vous voyez, la SEM, Génopôle assure tous ces éléments-là en s'appuyant très fortement sur le groupement d'intérêt public. Pose une petite question surprise qu'on n'avait pas anticipée particulièrement entre nous dans nos échanges. Oui. Mais est-ce que vous avez un fonds d'investissement ou une démarche partenariale spécifique avec un fonds qui peut aussi participer du développement de ces entreprises? Oui, alors on a deux choses. D'abord, tout ce qui est fonds d'accompagnement, c'est le GIP qui le porte. Bon, c'est tout l'intérêt du système intégré. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre, et quand c'est pas l'autre, c'est l'un. C'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur un ensemble complet. Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a tous les dispositifs publics de financement de France 2030 que nous mobilisons très fortement. Et là, nous avons un cadre de travail avec évidemment l'État local, la préfecture de l'Essonne, avec lesquels nous travaillons pour mobiliser. Souvent, ces entreprises ont une surface, au départ, elles sont petites, elles ont une petite équipe, souvent composée de scientifiques qui n'ont pas forcément la formation pour développer un business. Donc, on essaie de les accompagner là-dessus avec le GIP. Et évidemment, ils ont besoin de pouvoir identifier quel dispositif, quel levier ils pourraient mobiliser dans France 2030, de financement d'État. Donc ça, on les accompagne pour monter les dossiers et pour pouvoir chercher. Deuxième chose que l'on fait aussi, c'est qu'on est en train, avec le GIP, de créer un fonds d'investissement propre qui serait en fait sans doute travaillé avec Paris-Saclay, puisque le Génopôle vient de signer une convention avec l'Université de Paris-Saclay pour faire un territoire commun, en tout cas coordonné de travail. Chacun garde évidemment son indépendance, et le Génopôle aussi, mais on voit bien qu'il y a des transversalités à construire, des programmes communs, et donc le fonds d'investissement en est un. Avec la présence de BPI-France Ah oui, la BPI est présente. Alors, la BPI est présente, y compris dans certaines entreprises, parce qu'elle accompagne déjà plusieurs dizaines d'entreprises de Génopôle en les finançant directement, bien sûr. Ah oui, oui. Est-ce que vous souhaitez nous donner un exemple particulier d'entreprise Oui, comme on avait dit qu'on parlerait d'un exemple, je vais vous donner un exemple très frais. On a deux entreprises, alors une dans le domaine de la bioéconomie, qui travaille sur un encapsulage des fruits pour qu'ils puissent durer le plus longtemps possible. Cet encapsulage est fait avec une matière qui est créée par des micro-organismes, puisqu'on les modifie génétiquement, ils produisent ce composant qui va rentrer dans cette encapsulation, ce qui permettrait de conserver les fruits plus longtemps et de manière naturelle, sans avoir un packaging qui soit évidemment contradictoire avec notre volonté d'éviter les déchets. Donc voilà, par exemple. Donc là, c'est une entreprise qui a demandé un certain nombre d'équipements, d'aménagements, et quelque chose de très nouveau. Et ça, c'est important parce que fluidité, souplesse, adaptabilité, c'est essentiel, et rapidité. Si la SEM n'est pas capable de s'adapter, d'aller vite et de répondre vraiment à la commande de l'entreprise, on les perd, c'est-à-dire qu'elles vont ailleurs. Donc ça, c'est un travail qui est très important. Donc on a scénarisé, et ils nous ont demandé par exemple ce qu'on appelle une chambre climatique pour pouvoir faire des tests de température sur ces fruits, parce que eux, c'est une start-up, ils n'ont pas encore le modèle industriel, mais ça, c'est quelque chose que la SEM n'avait jamais fait auparavant. Donc il faut que les équipes s'adaptent, donc elles se renseignent, elles se forment très très vite, et on va être en capacité de pouvoir répondre. Ça, c'est dans le domaine de la bioéconomie. Et on a une deuxième entreprise là qui, elle, a un très très beau projet à partir de microalgues qui deviendraient des vecteurs pour aller apporter les molécules de soins au plus près des organes malades. Donc c'est une manière d'aller au plus près de la pathologie pour la traiter. Donc ça peut s'imaginer en oncologie, mais dans d'autres inflammations aussi qui peuvent exister ou d'autres infections. C'est une très belle entreprise qui a un bel avenir. Et elle aussi nous demande une scénarisation très atypique, et notamment elle nous demande de pouvoir accéder à des équipements très particuliers. Et donc, il faut que la SEM soit capable, là aussi, de pouvoir s'adapter et être capable de répondre très rapidement. Donc, on a une tension de temps, on a une tension de compétences, puisqu'il faut monter en gamme, il faut être capable de répondre. Et puis, et après, il y a évidemment tous les équilibres financiers. Voilà, donc la SEM doit être très souple et avec une très, très forte capacité d'adaptation de la part de mes collègues, ce qu'ils ont. Et c'est vraiment très important, parce que sinon, on n'arriverait pas à attirer ces entreprises-là. Mais voilà, on a été capable, puisqu'elles vont signer avec nous. Il y en a une qui a déjà signé le bail et l'autre qui signe le bail la semaine prochaine.
Eh bien, merci beaucoup. C'était encore une fois extrêmement intéressant et je me tourne vers la salle pour voir s'il y a des questions. Pour l'instant, pas de questions en ligne, donc peut-être dans la salle. Peut-être une question en ligne via le chat éventuellement. En attendant, pour revenir sur ce point, est-ce que certaines entreprises vous demandent des locaux évolutifs, modulables et est-ce que c'est plus compliqué compte tenu de l'hyperspécificité de leurs besoins immobiliers? Alors ça, c'est une excellente question parce que c'est une demande récurrente et de plus en plus importante. C'est-à-dire qu'on a des entreprises, vous comprenez bien qu'on travaille principalement avec des startups ou qu'on a incubé nous-mêmes avec le GIP, ou qui sont arrivés là, par Saclay d'ailleurs, des fois, ou des jeunes entreprises qui sont un peu développées. Qu'est-ce qu'elles veulent, ces entreprises? Elles veulent pouvoir commencer leurs travaux, leur activité, mais surtout, ils nous disent, attention, dans 2 ans, si tout se passe bien, je vais avoir besoin de 100 mètres de labo 2 en plus, ou de 100 mètres de labo 1. En tout cas, il me faudra 100, 200, 300 mètres carrés. Donc, je dois être capable, avec nos équipes de la SEM, d'anticiper cette demande-là. Et c'est pour ça qu'on n'est pas simplement en fait une SEM de l'immobilier. On doit être une SEM aussi qui anticipe stratégiquement le développement de ces entreprises. Ça veut dire qu'il faut une bonne évaluation de leur business plan, qu'on travaille avec les entreprises évidemment, et qu'on soit capable de porter le risque et de porter quelquefois des locaux vides. C'est hérétique ce que je vais dire, mais il y a quelques fois où je sais que j'ai 100 mètres carrés, que je vais laisser un peu en jachère, le temps pendant 1 an et demi que l'entreprise croise, et qu'ensuite on puisse lui réserver et lui attribuer donc, ses locaux par un avenant. Donc oui, il faut systématiquement accompagner et penser dans le temps le développement de l'entreprise. Pourquoi? Parce que sinon elle part. Elle va aller chercher ailleurs. Et il y a une chose qu'ils n'aiment pas du tout, et que moi je n'aime pas du tout non plus avec les équipes de la SEM, c'est le mitage. Parce qu'avant, la manière de répondre, c'était « Ah bah, t'es dans tel bâtiment, t'as tes 100 mètres carrés, t'en as besoin de 100 supplémentaires, on va te mettre dans un autre campus. » La SEM a 3 campus qui sont éloignés, même s'ils sont rapprochés, mais enfin tout de même, c'est pas les mêmes zones. Et donc, on va leur dire bah, « Tu vas aller là-bas, puis là-bas, puis là-bas. » Que fait l'entreprise à un moment donné? Elle dit, je vais rassembler mes équipes, ça détruit le travail collectif, ce n'est pas opérationnel. Donc on peut se satisfaire pendant 1 an ou 2, puis un jour, ils nous prennent le téléphone et ils nous disent, bah voilà, je m'en vais, je rassemble toutes mes activités, mais ce n'est pas chez vous. Donc on essaie d'éviter cela. Là aussi, ça me demande beaucoup d'agilité, de souplesse, et on essaye, avec les collègues de la SEM, de pouvoir éviter ce mitage et d'avoir justement des zones d'expansion. Alors, je vois qu'il y a une dernière question, une main levée en ligne qu'on va peut-être prendre parce qu'elle avait levé la main déjà tout à l'heure, mais c'est vraiment la dernière. Une question plus générale sur la SEM. Comment sont financées les actions de la SEM Génopole? Alors, les actions de la SEM Génopole sont financées alors d'abord par le capital. Je rappelle que la SEM Génopole a 80% de son capital qui est public, c'est-à-dire porté par les collectivités territoriales, l'agglomération, il y a le département, il y a le GIP qui rentre au capital, la région, bien évidemment. Et puis, on a la Caisse des dépôts et consignations, enfin la Banque des territoires, qui est évidemment actionnaire. Donc, l'activité de la SEM est principalement fondée sur ses recettes par les baux et les services. Voilà. Donc la SEM ne reçoit pas de financement extérieur, contrairement au GIP qui lui est financé à 90% par le public. Donc on est bien dans une société commerciale qui vit avec évidemment ses recettes principalement par les baux et les services afférents que l'on livre et qui sont évidemment tarifés. Je remercie beaucoup les 3 intervenants d'aujourd'hui pour leur témoignage. C'était vraiment passionnant. Moi, je retiens quand même une chose. Il y a un fil conducteur, c'est la notion d'écosystème territorial et thématique. C'est vraiment très très fortement évoqué par chacun des acteurs, avec des enjeux d'animation, des enjeux de mise en relation, mais à la fois sur le territoire et à la fois sur un ancrage thématique. Donc c'est un point fort que, à titre personnel, je retiens de ces échanges, au-delà de l'enjeu pour les établissements publics locaux, d'investir très largement le champ de la santé, on l'a compris, il y a plein d'angles de vue. Les entreprises publiques locales et non pas les établissements publics locaux. Bon. Ben, un grand merci de nouveau à l'ensemble des intervenants. Tu l'as dit, vraiment les exemples et les 3 interventions étaient très éclairantes. J'espère pour
pour chacune et chacun d'entre vous aussi inspirant. Il y a vraiment de belles solutions qui sont développées dans les territoires par l'économie mixte. Ça a été dit, il y a un sujet d'écosystème, mais le fait qu'elle soit en prise directe sur les préoccupations et en lien avec les stratégies territoriales qui sont portées par les collectivités locales fait qu'elle se mobilise, et elle se mobilise avec agilité, et la pertinence des réponses qui sont apportées, ça a beaucoup de sens. En tous les cas, nous, on croit beaucoup à la Banque des territoires, en la capacité des EPL à pouvoir effectivement apporter des solutions en matière de santé. On aura l'occasion en 2024 de vous proposer de nouveaux temps d'échange avec la Fédération des EPL sur le sujet, pour justement mieux valoriser les réponses qui existent déjà dans les territoires, et peut-être pour inspirer d'autres à trouver des solutions qui correspondraient à leurs problématiques. La force de l'économie mixte, vous le savez, c'est d'être sur tous les territoires, pas simplement dans les métropoles. On a eu pas mal d'expériences, de retours d'expérience aujourd'hui, que ce soit à Nantes ou Tours ou sur le territoire francilien qui est assez tendu, mais c'est aussi une capacité à être dans les territoires les plus détendus, les plus ruraux, notamment avec les EPL départementales ou les EPL régionales qui ont un spectre plus large. C'est une intervention en métropole, mais c'est aussi des interventions en outre-mer. Donc cette capacité à être sur tous les territoires, c'est vraiment une des forces de l'économie mixte. Nous travaillons sur le programme 2024, donc on aura l'occasion de vous présenter et de vous proposer de nouveaux temps d'échange dès le premier semestre sur le rôle des EPL en matière de politique de la ville, hier, aujourd'hui et demain, de revenir sur la problématique de la sobriété foncière qui embarque les EPL d'aménagement, mais pas uniquement, mais avec notamment des problématiques en matière de maîtrise foncière sur lesquelles les EPL sont beaucoup sollicités. Nous aurons l'occasion aussi de capitaliser sur le guide que nous avons sorti la semaine dernière sur le rôle de l'économie mixte à l'échelle départementale. Donc rendez-vous en 2024, sans oublier bien sûr le réseau national des foncières de redynamisation qui va se poursuivre l'année prochaine. Et sans attendre l'année prochaine, nous vous donnons rendez-vous le 5 décembre prochain pour l'atelier 11 de mémoire. J'ai un doute, mais tout le monde me dit oui, donc c'est ça, c'est l'atelier 11, où on fera un focus justement sur les territoires plus tendus et sur les spécificités du coup de ces foncières de redynamisation en métropole. Et puis enfin, je vous donne rendez-vous au congrès des EPL du 12 au 14 décembre prochain à Cannes. En tous les cas, la Banque des territoires sera présente. Nous vous accueillons toujours avec plaisir sur notre stand. C'est le temps fort de l'économie mixte, forcément porté par la Fédération des EPL. Et vraiment, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. En tous les cas, nous, on y sera et j'espère qu'on aura l'occasion de s'y rencontrer. Merci beaucoup de votre attention. Merci de nouveau à tous les intervenants et à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette initiative, et à très bientôt.